Bonjour les amis et bienvenue sur Gaya's Daydream. Aujourd'hui je vous présente 2 threads d'horreur spécial forêt. Les 2 histoires sont un peu longues mais elles valent vraiment le détour. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Ça ne vous fera que du bien, puis ça m'encouragera à aller de l'avant et de vous poster encore plus de contenu. Ça me fera vraiment plaisir. Bon, je ne vais pas vous faire plus attendre que ça et je vous invite alors à éteindre la lumière, de bien vous installer dans votre canapé, votre thé ou votre café à la main et suivez-moi. Pour notre première histoire, nous accompagnons Betty aux States. Betty nous raconte que durant les vacances de printemps de 2007, elle avait décidé avec une amie à elle, Nancy, de faire un road trip dans le désert sud-est des États-Unis, dans une zone communément appelée The Four Corner Area. Elle nous dit qu'elles ont pris un genre de camping-car qui appartenait à Nancy et ont entamé leur road trip. Betty nous raconte qu'elles s'étaient bien amusées et qu'elles avaient visité plein d'endroits. Pour faire court, elles ont traversé le Kansas, le Colorado et le sud de l'Utah pour se retrouver en Arizona. Elles ont campé, fait de la rando et de l'escalade dans des endroits très reculés mais vraiment très beaux. Et elles ont même vu des endroits qui pourraient être considérés comme étant des sites historiques. Bref, elles ont vraiment pris leur pied pendant ce road trip, enfin jusque-là. Après, de l'Arizona, elles avaient décidé d'aller rejoindre le Nouveau-Mexique à travers un raccourci. Un genre de chemin de terre non mappé et même pas indiqué sur la route. Bon, déjà ici, ça sent l'embrouille, hein. Mais elles ont insisté à demander leur chemin à un genre de station-service et le gars leur a répondu texto « Pourquoi voulez-vous aller sur cette route? Ce n'est pas un endroit pour vous et vous devriez juste rester sur l'autoroute. » Jeunes et intrépides, Betty et Nancy ont insisté et le gars a fini par leur indiquer le chemin à prendre. La route était tellement isolée qu'en 2 jours, elles n'ont rien vu sauf 2 avions de chasse et de gros lièvres qui sortaient toutes les nuits. Le 2e jour, après avoir fait de l'escalade, elles se sont mises à chercher un petit site pour camper et passer la nuit. La carte disait qu'il y avait un lac à proximité, donc elles ont entrepris de chercher ce lac-là pour camper à côté. Après énormément de recherches, du haut d'une colline, elles ont aperçu le lac. C'était un petit lac salé au fond d'un grand cratère avec quelques bâtiments abandonnés à sa rive. Sur la route pour rejoindre le lac, il y avait une petite barrière, donc elles ont dû laisser leur véhicule et continuer à pied jusqu'au lac et au bâtiment. Une fois en bas, elles ont vu que les bâtiments étaient en fait une ancienne mine de sel et qui a probablement cessé de fonctionner dans les années 70. Cependant, tout était encore là. Les grues, les tracteurs, un entrepôt. C'était comme si les gens étaient partis et avaient l'intention de revenir, mais sans l'avoir jamais fait. De l'autre côté du lac se trouvaient quelques maisons. C'était à environ 1,6 km à pied en contournant le lac. Elles ont donc décidé d'y aller et d'y regarder un petit peu ce qui se passait. Sur le chemin, il y avait un cône de scories d'environ 30 mètres sur la rive du lac. Pour ceux qui ne le savent pas, les scories sont les laves volcaniques refroidies. Puis il y avait un genre de sentier battu qui menait jusqu'au sommet du cône. Elles ont suivi ce sentier. Comme au sommet du cratère, elles ont pu distinguer un bassin au fond, elles ont décidé de suivre le chemin qui descendait dans le cône. C'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres en fait. Il y avait des centaines de figures en battant sur les bords du bassin qui se trouvaient dans le cône. Certains flottaient, mais la plupart étaient échoués sur les rochers. Certaines figures représentaient des gens, d'autres des animaux et d'autres encore des attrape-rêves. Faites en fait à partir de brindilles rassemblées avec du cordon. Betty nous dit que là, elles avaient un petit peu flippé et qu'elles ne voulaient pas rester encore longtemps dans ce cône-là. Il leur restait 1 heure avant la tombée de la nuit, donc elles avaient décidé de quitter ce trou et de continuer vers les maisons. Sérieusement, à leur place, j'aurais quitté l'endroit illico presto, hein.
Elle nous dit qu'elles étaient arrivées aux maisons sur la rive opposée de la mine de sel. L'une des maisons était encore viable, tandis que les autres avaient perdu une partie de leur plafond. Il y avait des graffitis sur les murs, puis sur un mur, on pouvait lire en grandes lettres moulées un tag noir qui disait « Dégagez ». À l'extérieur, il y avait des poteaux téléphoniques, mais les fils étaient brisés. C'était simplement un petit village abandonné, rien de flippant. Et les filles restent encore. La nuit était presque tombée maintenant, donc elles étaient revenues à leur camping-car pour chercher leur matériel de camping, car oui, elles ont décidé de camper dans l'ancienne mine. Il y avait plusieurs énormes dalles de béton avec des côtés d'environ 60 cm de haut. Ces dalles formant un genre d'abri, les filles s'y sentaient plutôt à l'aise. Elles ont dîné et se sont couchées tranquillement. Et puis, Betty nous dit que Nancy l'a réveillée en l'urgeant de regarder vers le lac. Là, elle s'assoit sur son sac de couchage mais ne peut pas voir le lac à cause du muret de dalles. Alors, elle se lève et regarde encore. Tout le lac, d'une rive à l'autre, brillait d'un bleu terne. Les filles regardaient le lac, essayaient de trouver des explications logiques. Nancy pensait à un rayonnement chimique du genre uranium, alors que Betty avait opté pour des bactéries bioluminescentes. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Parce que là, Betty nous fait un petit rappel et elle nous dit en fait que de toute la journée jusqu'au moment où elle s'était couchée, il n'y avait pas de vent, même pas une brise en fait. Mais d'un coup, le vent avait commencé à souffler et à souffler fort. Avec le vent, elles ont entendu un bruit, un genre de bourdonnement qui était très fort, qui montait et qui baissait en volume d'une manière très rythmique. C'était un bruit fort et assourdissant à un point que les filles étaient obligées de crier pour pouvoir parler. Le bruit en fait était complètement dissocié du bruit du vent. Betty nous dit qu'elle a observé avec effroi la couleur du lac changer et passer du bleu terne vers le bleu clair puis le blanc. Il lui semblait qu'une flamme blanche de 10 mètres sortait du centre du lac et éclairait la rive et les environs, comme si c'était la lumière du jour en fait. Le bourdonnement était toujours là et est resté tout aussi fort que le vent. Ça a duré plus d'1 heure. Puis, le bruit s'est arrêté tout aussi soudainement qu'il a commencé. Mais il y avait encore un peu de vent et une lueur vive au lac. La lueur a fini par s'atténuer petit à petit et les filles ont fait de leur mieux pour se rendormir. Peu après, elles ont été réveillées par les coyotes, hurlant tout autour de leur campement. Les hurlements se rapprochaient et s'éloignaient. Betty nous assure qu'il y en avait même qui étaient très proches de leur campement. Le lac, maintenant, était complètement noir, malgré qu'il y avait une lune dans le ciel. Là, elles étaient tellement flippées qu'elles n'ont pas pu se rendormir. Elles sont restées blotties l'une contre l'autre jusqu'au lever du soleil, quand les coyotes ont fini par partir. Elles ont alors rapidement emballé leurs affaires et sont retournées à leur camping-car. Une fois arrivées, elles ont remarqué avec horreur qu'il y avait des traces de pas humaines autour de leur véhicule. Il semblait en fait qu'une personne aux pieds nus aurait fait 2 fois le tour de leur camping-car. Les pas venaient du cône de scorie et y revenaient. Betty nous dit qu'avec ce dernier spectacle flippant, elles ont vite fait de jeter leurs affaires dans le camping-car et de déguerpir à toute vitesse. Quand elles ont fini par rejoindre une route fréquentée, elles se sont arrêtées dans la première ville sur leur chemin pour mettre de l'essence et pour manger un bout et se remettre de leurs émotions. Elles étaient tellement secouées que la serveuse leur a demandé si elles allaient bien. La Betty lui répond qu'elles ont eu une nuit difficile en campant dans le lac la nuit dernière en lui indiquant l'endroit. La serveuse a alors commencé à rire et leur a dit « Ils n'aiment pas les visiteurs ». Betty lui demande alors « Qui sont-ils » et la serveuse lui dit simplement « Peu importe » avant de leur demander leur commande. Pour le reste de leur road trip, Betty nous explique qu'elles s'en étaient tenues aux routes principales et aux terrains de camping sécurisés. Une fois rentrée chez elle, elle a fait une petite recherche sur ce lac et elle nous dit qu'il s'est avéré être un genre de centre spirituel pour les tribus locales et que justement il y avait les tribus des Navajos, des Unis et des Apaches qui étaient juste à côté.
Betty finit par nous confier que c'était sans aucun doute la chose la plus étrange qu'elle n'ait jamais vécue et que 14 ans après, elle n'arrive toujours pas à expliquer ces événements et qu'elle en a toujours des sueurs froides rien qu'en y pensant. En même temps, l'histoire est à 100% vraie, du moins de la perspective de la narratrice. J'aimerais bien avoir votre avis sur l'affaire, mais en attendant, on passe à la deuxième histoire. Pour la deuxième histoire, nous partons en Australie rejoindre Dave. Dave nous dit qu'en 1994, il travaillait comme écologiste. Son travail consistait à aller dans des zones forestières sauvages et à mener des enquêtes pour voir quelles espèces sauvages étaient présentes. Ceci leur permettait en fait de mettre en place des plans de gestion et d'exploitation de ces endroits-là. Une fois, il a eu un job contractuel pour se rendre dans un genre de réserve éloignée, le genre dénué de toute caractéristique naturelle exceptionnelle, donc il n'y avait jamais de touristes qui y allaient. C'était juste des collines boisées, solitaires, sur fond d'un lac géant. Il devait y rester seul pendant 2 semaines. Un agent des parcs l'y a alors déposé avec toutes ses affaires, puis il est parti. Dave ne reverra ce chauffeur que dans 2 semaines. Donc, pour résumer, Dave était complètement isolé, pas de véhicule, pas de communication, juste un camp éloigné de tous et de tout. Dave nous dit alors que la première chose qu'il avait faite après le départ du chauffeur était d'installer son camp, donc tente, feu, chaises, nourriture, etc. Il a organisé tout son matériel d'enquête et s'est promené pour regarder la région. Il s'était installé dans une sorte de clairière naturelle qui semblait avoir été préparée par quelqu'un pour du pâturage. Il pouvait voir au loin une sorte de bâtiment juste en face de lui. Là, il s'est vraiment pas senti à l'aise, mais il était en quelque sorte habitué à se trouver seul comme ça, donc il a juste chassé ce sentiment malaisant puis a continué de l'avant. Un peu curieux quand même, Dave nous dit qu'il est allé vers ce bâtiment pour le voir de plus près. Le sol était envahi par l'herbe, il y avait quelques vieilles cabanes remplies de vieux équipements et de détritus, il y avait des déchets et du métal rouillé tout autour du sol par terre et des morceaux de vieux bois partout. À côté de tout ça se trouvait une caravane, également vieille et sale. La porte était déverrouillée et un tas de choses se trouvaient à l'intérieur, comme si quelqu'un y vivait. L'endroit était tout simplement effrayant. Et Dave nous confie que c'était juste trop bizarre pour lui et qu'il n'aimait pas trop s'y attarder. Donc il a préféré rentrer à son campement. Mais il pouvait toujours voir ces bâtiments à travers les arbres de son camp, parce qu'ils n'étaient pas trop loin en fait de là où il était. Ce soir-là, il avait travaillé un peu, puis s'est installé pour la nuit. Il a allumé un feu, cuisiné pour manger, s'est assis sur sa chaise à la belle étoile, et Dave nous dit que les forêts australiennes sont particulièrement bruyantes la nuit et que certains bruits peuvent être très étranges et troublants, mais qu'étant un professionnel de la faune, il était habitué à tous ces bruits et qu'il les utilisait même pour enregistrer la présence d'espèces sauvages. Cependant, il nous confie que ce soir-là, il y avait d'autres sons, des sortes de coups, de déplacements de matériel et des bruits de mouvements généraux. Rien qu'il puisse identifier spécifiquement, puis qu'il était sûr que ce n'étaient pas des animaux. Ces bruits venaient justement des bâtiments. Dave aurait pu jurer que quelqu'un vivait et se déplaçait dans ces bâtiments. À ce moment, Dave s'est senti super nerveux pour plusieurs raisons. Il était campé juste à côté de chez ces inconnus, alors qu'il était censé n'y avoir personne. C'était une réserve et donc personne n'était autorisé à y vivre. Donc quoi que ce soit que ces gens faisaient ici, c'était sûrement illégal. En plus, il était dans un endroit vraiment isolé. Il n'y avait pas âme qui vive sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Dave a alors commencé à se demander quel genre de personnes pouvaient résider ici et qu'est-ce qu'il faisait et surtout pourquoi n'était-il pas venu le voir. Et là, Dave va être super courageux et il va repartir vers les bâtiments, vérifier de lui-même s'il y a quelqu'un ou pas. Il fait un truc stéréotypique des films d'horreur. Genre il arrive à côté de la cabane et dit « Salut, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Bien sûr, il n'y a personne. Rien. Pas même des animaux, il nous dit. Même s'il était certain que les bruits qu'il entendait n'étaient pas d'origine animale, il espérait au moins voir un animal. Bref, il s'est résilié à se coucher
et rien ne s'est passé de plus ce soir-là. Le lendemain, il a oublié les bruits étranges et il a travaillé. À son retour au camp, les bruits étaient là et plus forts. Il est allé vérifier, mais il n'y avait rien, encore une fois. Dave nous dit que ces bruits-là, en fait, le soir, ils ont duré pendant 2 semaines entières, donc pendant tout son séjour. C'était effrayant et complètement étrange. Ça lui a donné des sueurs froides, mais mis à part les bruits, rien ne s'est jamais produit. Au bout des 2 semaines, quand le rangeur était revenu le récupérer, il s'est promené avec lui jusqu'aux cabanes abandonnées. Là, Dave lui parle des bruits et lui demande s'il savait ce qui se passait ici. Genre, c'est normal, pendant 2 semaines, tu entends des bruits, t'es vraiment curieux de savoir si justement les rangers qui sont habitués à ces réserves-là savent quelque chose. Le ranger regarde Dave alors d'un drôle d'air et lui raconte qu'un vieil homme vivait dans la petite caravane et qu'il gérait en fait illégalement quelques bovins dans la réserve. Le vieil homme n'avait pas de voiture et les quelques personnes qu'il connaissait lui livraient des provisions une fois de temps en temps ou l'aidaient à emmener son bétail pour la vente. Et les gardes forestiers ont juste fermé les yeux, sachant qu'il était là depuis des décennies déjà. Et le truc qui est intéressant et puis flippant, c'est que cet homme-là a été découvert mort dans sa caravane à peine 2 semaines avant que Dave ne départ pour son travail. Cette histoire a bien marqué Dave. En sachant cela, il a vraiment eu des sueurs froides au point qu'il s'en souvienne 26 ans après. Et il nous dit qu'il était quand même content qu'il n'ait su cette histoire qu'à son départ et non pas quand il était arrivé dans la réserve. Voilà les amis, je ne sais pas pour vous, mais perso, ces histoires m'ont vraiment fait flipper. Sincèrement, le camping, je passe mon tour. Je suis bien heureuse dans mon petit chez-moi, bien au sec, bien à l'abri. J'aimerais bien connaître vos impressions sur ces histoires. Est-ce que selon vous, elles sont réelles ou pas? Déjà, est-ce qu'elles vous ont vraiment fait frissonner ou pas? Et que pensez-vous qu'il se soit vraiment passé dans ces endroits? Est-ce que c'était surnaturel ou bien c'était juste des personnes qui s'amusaient à foutre la trouille à des gens qui étaient juste au mauvais moment, au mauvais endroit? Bref, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, balancez-moi un petit like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche bien sûr. De mon côté, j'essaierai de poster une vidéo frais d'horreur par semaine, probablement les vendredis. En attendant, je vous souhaite une très bonne année 2021 et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode horrifique.